Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal. Ouverture demain jeudi d'une session extraordinaire sur demande du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni aujourd'hui a favorablement répondu à l'exécutif qui va introduire un projet de loi sur la suppression du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Un jeudi chargé en perspective avec cette rencontre des membres de Benno Bokk Yakaar qui vont présenter au public le livre bilan des 12 ans du régime du président Macky Sall, une réponse aux nombreuses critiques du régime actuel sur la gestion de Macky Sall. La plateforme Taxawu Sénégal, vidée de sa matière grise, le coordonnateur des cadres et 25 autres membres de la cellule claquent la porte de la coalition. Mad Codé Ndiaye reproche à Khalifa Sall ses tentatives de rapprochement avec certains membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et enfin, affaire ONAS, la coalition Naïler a enfin l'attention de la commission des lois de l'Assemblée nationale après avoir mobilisé plus de 73 000 signatures pour l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et la démission du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Les membres de la coalition ont été reçus aujourd'hui. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni aujourd'hui en session d'information sur l'ouverture d'une nouvelle session extraordinaire prévue ce jeudi 29 août 2024. Une session convoquée sur décision du président de la République et qui concerne la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental conformément à l'article 63 de la Constitution. Après la première session extraordinaire de l'année 2024 sur la modification du règlement intérieur, l'Assemblée nationale se dirige vers la deuxième, une session convoquée à la demande du président de la République pour examen du projet de loi portant modification de la Constitution, conformément à l'article 63 de la Charte fondamentale. Un projet de modification qui porte sur la suppression de deux institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales, une assemblée consultative qui donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d'aménagement du territoire. De même que le Conseil économique, social et environnemental, qui peut être aussi consulté par le président de la République, l'Assemblée nationale et le gouvernement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. En ordre du jour fixé par décret présidentiel et transmis au président de l'Assemblée nationale. Ce dernier, conformément au règlement intérieur, a réuni les vice-présidents, secrétaires élus, questeurs et autres membres du bureau pour partager l'information sur l'ouverture de la session dès ce jeudi 29 août. Rendez-vous est ainsi pris à la salle de plénière pour l'ouverture officielle. Une ouverture suite à laquelle la conférence des présidents va fixer le calendrier des travaux en séance plénière. Toutefois, le président de la République est avisé par l'Assemblée nationale du jour et de l'heure de la réunion de la conférence des présidents pour s'y faire représenter avant le jour J. Mais si, à l'ouverture de la session, le quorum représentant la moitié plus un des membres de l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la session sera renvoyée au troisième jour qui suit. Mais ce délai expiré, le quorum n'est plus requis. La session plénière de ce jeudi redoutée par de nombreux observateurs. Voilà que cherche vraiment le pouvoir à travers cette tentative de dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. La nouvelle opposition parlementaire craint le pire pour Mamadou Sy Albert. Selon référendum, est désormais en mesure de pacifier l'espace politique. Sa chronique du jour est lue par Papa Bandagaï. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif s'acheminent lentement et sûrement vers un conflit ouvert à l'occasion de la convocation de la session parlementaire extraordinaire prévue ce jeudi 29 août 2024. Déjà, la critique contre la convocation du Parlement par le président de la République et l'ordre du jour portant précisément sur la dissolution du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales alimente la polémique au sujet des prérogatives et des limites juridiques du chef de l'État. Derrière cette critique des excès du pouvoir présidentiel se profile à l'horizon l'expression de divergences profondes au sujet de la dissolution des deux institutions et les fondements politiques de l'initiative présidentielle. La session de ce jeudi va certainement être houleuse et passionnante. Elle sera historique en raison des clivages politiques entre la majorité parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar et le groupe Yewwi Askan Wi et ses alliés potentiels.
La crise institutionnelle entre les pouvoirs exécutifs et législatifs est quasi inéluctable. Cela ne surprendra guère les observateurs du paysage parlementaire si tendu au cours des dernières années d'une législature mouvementée par de nombreux feuilletons. Durant les dernières années de la gouvernance des Républicains, le Parlement aura été le reflet fidèle de relations heurtées entre la majorité et son opposition. Il suffit juste de souligner le premier jour de l'installation chaotique de cette législature, les heurts et violences sporadiques dont l'évacuation de députés de l'opposition par les forces spéciales et de défense, sans oublier le feuilleton du passage du Premier ministre au Parlement. Tout laisse penser que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont à la croisée de chemins contraires menant virtuellement à l'impasse institutionnelle. Quelle que soit l'issue, consensuelle ou de rupture définitive de confiance entre les deux pouvoirs, il faudra constater les divergences et envisager une perspective de sortie de crise, des défiances et de la guerre des nerfs. Aucun des pouvoirs ne bénéficiera de l'enlisement des institutions et des effets insoupçonnés d'une impasse politique durable. Le référendum au sujet des institutions de la République et de l'indépendance de la justice est probablement la solution pour dénouer les divergences politiques et juridictionnelles inconciliables entre l'exécutif et le législatif. Alors, il reviendra aux électeurs de se prononcer par les urnes pour choisir le destin parlementaire du Sénégal et leurs honorables députés. Papa Banda Gaye, en bref, la coalition Benno Bokk Yakaar va présenter ce jeudi 29 août un livre bilan consacré aux 12 années d'exercice de pouvoir du président Macky Sall, une réponse aux nombreuses critiques sur la gestion du président Macky Sall, une gestion de plus en plus décriée depuis l'arrivée du nouveau régime le 24 mars dernier et les nombreuses missions d'audit de son successeur Bassirou Diomaye Faye lui reproche de nombreuses décisions prises contre le pays. Ousmane Sonko, quant à lui, parle d'un pays laissé en ruine. En bref, toujours, le Parti socialiste tiendra un séminaire le samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2024 à la maison Léopold Sédar Senghor, placée sous la présidence de la secrétaire générale du parti Aminata Mbengue Ndiaye. Cet événement rassemblera les membres élargis du bureau politique ainsi que les secrétaires généraux de coordination et des représentants des coordinations de l'extérieur. L'objectif principal de ce séminaire est d'évaluer la performance politique et électorale du parti au cours des 12 dernières années, en particulier à la lumière de l'élection présidentielle de mars 2024. Ce séminaire vise également à réfléchir aux meilleures perspectives pour repositionner le Parti socialiste en tant que force politique majeure de l'opposition capable de redevenir une alternative sérieuse pour reconquérir le pouvoir. Taxawu Sénégal, 25 cadres quittent Khalifa Sall, un coup dur pour l'ancien maire de Dakar. Ces 25 cadres issus de différentes localités du pays ont décidé de démissionner de ce mouvement. Dans le document reçu, Mad Kodé Ndiaye rappelle leur engagement pour le pays qui a justifié le combat vaillamment mené durant ces 12 dernières années contre le régime Benno Bokk Yakaar. Ces cadres disent toutefois plus que jamais déterminés et constants dans leur engagement tant que la défense des libertés démocratiques et le combat pour le bien-être des compatriotes le justifieront. Ils reprochent à Khalifa Sall une nouvelle orientation qui viserait à se rapprocher davantage des démembrements de la coalition Benno Bokk Yakaar qu'ils ont combattu pendant 12 ans. Retour à l'Assemblée nationale où la commission des lois a reçu ce mercredi la coalition Ney-Yeler qui mène un combat de principe pour la transparence et la bonne gouvernance. Ses membres demandent aux autorités d'édifier le peuple sur la polémique sur l'attribution des marchés publics qui secoue l'ONAS. La coalition qui a réalisé une pétition signée par plus de 73 000 personnes depuis le 21 août exige l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et demande par ailleurs la démission du ministre Cheikh Tidiane Dièye. La coalition Ney-Yeler se veut claire et sans ambiguïté. L'État du Sénégal doit faire du triptyque Jubal Jubanti bien plus qu'une marotte, une réalité. Et cela commence par trancher net dans l'affaire dénommée ONAS, opposant l'ancien DG au ministre Cheikh Tidiane Dièye. Celui qui accuse n'est pas n'importe qui pour porter de si lourdes accusations. La personne citée également. Nous demandons que lumière soit faite sur cette affaire. À une guerre de communication. Pour éclairer la lanterne des Sénégalais, la dite coalition compte sur le poids de l'Assemblée nationale. Celle-ci se sent très concernée par l'affaire liée au marché public attribué par l'ONAS. C'est des citoyens soucieux de la transparence, de la clarté, mais de l'efficience
de l'utilisation des biens publics qui interpellent les deux chefs sur une question de passation de marché et éventuellement sur des problèmes qui auraient pu y avoir au niveau de Touba par rapport à l'eau. Naïler veut ici et maintenant l'ouverture d'une enquête parlementaire. Si une personne est remerciée pour une gestion nébuleuse et que cette même personne pointe du doigt son supérieur hiérarchique, en plus de brandir des preuves accablantes, le ministre lui-même aurait dû démissionner pour mettre à l'aise le président de la République. Pour mettre à l'aise le président de la République. Concernant ces demandes populaires, elles risquent de buter sur un élément et pas des moindres, l'empilement de dossiers nécessitant des enquêtes similaires. Mon rôle en tant que député était d'initier une demande d'enquête parlementaire. Pour le reste, adressez-vous au bureau de l'Assemblée qui certainement vous donnera les réponses qu'il faut. De toute façon, nous avons fait ce que nous devons faire. L'Assemblée nationale annonce prendre toutes les mesures qui s'imposent. La coalition, pour sa part, réaffirme qu'aucun relent politique n'est derrière cette pétition. Nous restons à l'Assemblée nationale où la commission communication et culture s'est retrouvée ce matin avec le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Une rencontre d'échange sur les difficultés de la presse et les relations difficiles que ce pouvoir entretient avec les médias. Les patrons de presse qui réitèrent leur volonté de dialoguer avec ce régime ont donné des pistes de solutions pour une issue heureuse. Issa Sall a représenté le CEDEPS à cette rencontre. Il est au micro de Oumar Thiam. Fort heureusement, nous avons rencontré des députés qui sont conscients de cette situation, qui nous ont sollicités, nous leur avons expliqué. Et ils ont manifesté leur volonté de tout faire pour régler ce problème. Et je crois que nous pouvons leur faire confiance sur cette volonté de nous aider, d'aider le gouvernement à dialoguer avec nous pour qu'on trouve des solutions pour sauver l'entreprise de presse. Il y a beaucoup de problèmes. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis ici avec Mamadou Thior du CORED. Nous avons réfléchi au niveau de la presse pour régler les problèmes de la presse à travers des assises qu'on a organisées sur plusieurs mois. Des députés avaient été invités. Ces réflexions seront soumises au gouvernement, au président de la République, pour que les mutations nécessaires pour avoir une presse sereine, une presse libre et indépendante qui contribue au développement de notre pays, nous pouvons, si nous y travaillons, la voie. Mais ce n'est pas uniquement la presse qui peut la faire. En bref, la vérité sur l'interdiction de sortie du territoire de l'ancien directeur général de la LONASE s'apprêtant à voyager ce mardi. Lat Diop, arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne, aurait présenté un passeport diplomatique dans lequel est mentionné ministre des Sports alors qu'il n'occupe plus ce poste. Selon une source policière, c'est ainsi que les éléments de la police des frontières ont confisqué son document de voyage arrivé à expiration. Notre informateur a toutefois précisé que Lat Diop n'est pas sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire sénégalais. La commission santé de l'Assemblée nationale a tenu ce mardi un atelier d'orientation et d'engagement des parlementaires sur le paludisme et les maladies tropicales négligées. Une occasion pour ces parlementaires d'afficher leur engagement dans cette lutte, mais aussi pour le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme de revenir sur les avancées notées. Mais dans la lutte, voilà, et les nombreux défis qui restent à relever. La lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées est un combat de tous. Une chose qu'a comprise la commission santé de l'Assemblée nationale. En atelier ce matin, ces parlementaires affichent leur engagement dans ce combat. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les parlementaires par rapport au MTN, mais également par rapport au paludisme. Maintenant, la sensibilisation de ces parlementaires aiderait à faire un plaidoyer pour l'augmentation non seulement de ces lignes budgétaires, mais également au niveau communautaire. Cet atelier est aussi une occasion pour le coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme de revenir sur les efforts consentis par l'État du Sénégal dans cette lutte. Toutefois, il estime qu'il reste des défis à relever. Au moins 5 plans stratégiques ont été élaborés. La dernière qui a été évaluée en 2020 a montré quand même que le paludisme a beaucoup reculé au Sénégal. Au moins 20% de la charge de morbidité. Pour ce qui est des décès, on l'a réduit de 50%. Mais quand on regarde le nombre de décès, c'est énorme. Je donne l'exemple de la région de Kédougou,
qui faisait à peu près 119 000 cas de palu en 2021 avec 71 décès. Pour sa part, la coordonnatrice nationale du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées revient sur l'ampleur que sont en train de prendre ces maladies dans le pays. Nous pouvons citer le trachome, la bilharziose, la filariose lymphatique, mais aussi il y a la lèpre, la rage, la dengue. L'épidémiologie de ces maladies sur notre pays est très variable, car toutes les régions sont touchées par au moins 5 MTN. Au Sénégal, le nombre de décès liés au paludisme varie de 399 en 2021 à 273 en 2022. Et les MTN les plus répandus totalisent une population à risque de plus de 6 500 000 personnes qui pourraient être épargnées de toute contamination. Face à cette situation, ces experts invitent les parlementaires à porter le combat pour permettre au Sénégal d'atteindre son objectif qui est d'éradiquer totalement ces maladies d'ici 2030. En bref, déféré ce mercredi au parquet, toutes les personnes arrêtées dans l'affaire du double meurtre de Technopole ont été placées sous mandat de dépôt. L'enquête suit son cours dans cette affaire du double meurtre de la cité Technopole de Pékin. Pour rappel, le danseur Abdoulaziz Ba, Aziz Dabala et son colocataire Boubacar Gano alias Wali ont été retrouvés poignardés à mort le mardi 20 août 2024 dans leur appartement. Un nouveau drame qui s'est produit cette fois-ci à Grand Yoff, plus précisément dans le quartier d'Arou Rahman. C'était ce lundi tard dans la soirée. Un taximan du nom d'Amadou Diallo qui s'est interposé pour sauver une victime d'agression a été tué par balle aux alentours de 5 heures du matin. Une tragédie qui met en exergue l'insécurité permanente dans la commune de Grand Yoff. Reportage Ousmane Ba. Tristesse et désarroi se sont emparés du quartier d'Arou Rahman de Grand Yoff depuis 24 heures environ. Les voisins du défunt Amadou Diallo n'en reviennent toujours pas de ce choc. C'est un gosse très gentil, un travailleur, quelqu'un qui passe inaperçu. Vraiment, à vrai dire, Grand Yoff est sous le choc. C'est toute la population de Grand Yoff qui est affectée. Nous attendons de la justice qu'elle mène une enquête sérieuse pour mettre en lumière cette affaire et mettre la main sur les acteurs de ce crime odieux. Un drame qui s'est produit alors qu'il voulait simplement secourir une dame en détresse, selon les témoignages de ses voisins. 4 heures du matin. Il s'est levé à 4 heures du matin pour amener des passagers qui étaient chez l'imam et qui devaient aller au Fouta. Il les a amenés jusqu'au garage et à son retour, il est entré dans la maison de l'imam. En sortant, il a vu une femme qui se faisait agresser et il est intervenu. Malheureusement, il a reçu une balle. Dans ce quartier populeux, aux allées étroites et aux vieilles bâtisses, les cas d'agression sont fréquents, comme partout ailleurs dans la commune. Il y a beaucoup d'agressions, on en voit tous les jours. Mais malheureusement, ce ne sont pas des étrangers qui commettent ces crimes. Ce sont au contraire des gens qui vivent parmi nous. Au-delà de l'insécurité qui demeure une question existentielle à Grand Yoff, cet événement tragique soulève encore la question de l'accès aux armes à feu. L'utilisation des armes, la facilité de l'obtention de ces armes, ça devient encore plus inquiétant et alarmant. Souvent, c'était des armes blanches qu'on avait l'habitude d'avoir, mais là, c'est une arme à feu. Et ça devient beaucoup plus inquiétant. Chômage des jeunes, manque d'effectifs et équipements dans la police sont entre autres les causes de cette insécurité selon les populations qui appellent les autorités à plus de mesures pour éviter de pareilles tragédies dans l'avenir. En bref, le projet pétrolier offshore Sangomar, situé au large du Sénégal, a atteint une production maximale de 100 000 barils par jour. C'est ce qu'a fait savoir la compagnie pétrolière Woodside Energy. La PDG Meg O'Neill a souligné que Sangomar améliore non seulement les résultats de l'entreprise, mais qu'il génère également des avantages durables pour Petrosen et le Sénégal. Les premières cargaisons de brut ont été expédiées vers l'Europe et une troisième expédition est prévue pour l'Asie, marquant une étape clé dans le développement du projet. En sport, Afro-Basket U18, le Sénégal va saisir sa chance, annonce le coach Parfait Adjivon. Selon lui, le groupe est très relevé, mais le Sénégal va jouer sa chance à fond. Il affiche un capital confiance au Cameroun et la Côte d'Ivoire, des équipes avec lesquelles il faudra composer en plus du Mali, grandissime favori du tournoi.
Ce sont de gros morceaux, ce sont des équipes qui ont des ambitions quand même. Si nous voyons le Cameroun qui est allé se préparer en Europe, en France, et ils sont déjà sur place en Afrique du Sud, cela veut dire que quand même ils prennent très au sérieux la compétition. Je vous dis, la compétition, ça sera énormément, ça sera très relevé. Vu la qualité des équipes qui sont qualifiées, le Mali qui est toujours présent, qui part favori comme nous le connaissons. Parce qu'ils ont beaucoup investi par rapport au niveau de la petite catégorie. Ce sont des gosses qui viennent des U16. Il y a d'autres même qui étaient U18 de la fois passée, tout ça là. Donc, et il y a la Côte d'Ivoire qui revient avec une très bonne équipe, une jeune équipe. On les a vu jouer contre le Nigeria. C'est une équipe très organisée, très agressive. Donc nous attendons à un championnat très relevé. C'est une poule qui sera très difficile. Il faut être présent quand même, aller avec beaucoup de lucidité pour se qualifier au Mali. Actualité hors de chez nous, en bref, drame en Uruguay, décès du footballeur Juan Izquierdo, le défenseur uruguayen de 27 ans du club national est décédé mardi après avoir subi une crise cardiaque jeudi dernier lors d'un match de Copa Libertadores à Sao Paulo, s'effondrant à la 84e minute. Il avait été immédiatement hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital Albert Einstein, mais n'a malheureusement pas survécu. Les médecins ont diagnostiqué un arrêt cardiaque d'origine indéterminée lié à une arythmie. Son club a annoncé sa disparition avec une profonde tristesse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à 20h pour une autre édition. Merci et au revoir.